Ce débat, enfin cette interview du président Ouattara remet au goût du jour, comme je l'ai indiqué, la question de l'alternance avec l'émergence d'une nouvelle génération. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, on n'arrête pas d'entendre parler de nouvelle génération, nouvelle génération. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, on a des personnalités qui peuvent l'incarner? Et quels sont les critères justement qui vont prévaloir dans la désignation de cette nouvelle génération? Alafé Ouakili, vous voulez réagir? Comme vous l'avez dit, la question générationnelle n'est pas une question nouvelle. Même du temps du président Houphouët-Boigny, elle était au cœur des préoccupations, même en partie unique. Absolument. À chaque congrès, il y avait des renouvellements, il y avait des thèmes relatifs à ça, changements, etc. Et concernant la période de l'après Houphouët-Boigny, et je pense qu'à partir de 2000-2004, la question fut au cœur du débat politique. Elle avait été lancée déjà par Nyamien Konan, qui avait dit de tourner, il a créé le mot BOG, la page Bédié Ouattara Gbagbo, depuis lors. Curieusement, lui-même qui voulait tourner leur page s'est retrouvé à leur service plus tard. Ça pose un problème, justement. Donc, il y a une volonté. Et je me souviens, l'entrée en politique, paix à son âme, du Premier ministre Charles Konan Banny, elle s'était faite avec ce discours de changement. Depuis Dakar, il demandait une nouvelle génération, il demandait un renouvellement. Il demandait un changement, il demandait un renouvellement. Et lorsqu'il est arrivé, bon, il s'est retrouvé dans la NAS, à pédaler comme les autres, dans la concomitance. La même équipe est restée. Et puis, il est paru aussi un peu ancien par la suite. Donc, c'est une quête qui est ancienne. On a l'impression, quand les gens parlent, que c'est nouveau. Mais le problème qui se pose, c'est que oui, il y a trois personnalités qui ont une grande longévité. Mais on oublie qu'il y a des jeunes qui sont aussi dans la longévité. Ah oui. Ils sont jeunes. Vous faites allusion à qui? Mais si on veut renouvellement, parlons Guillaume Soro. Il est dans la vie publique. Il a bientôt 50 ans, mais il est dans la vie publique depuis plus de 20 ans. Quand on prend la rébellion dont il parlait, c'est 2002 à aujourd'hui, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans qu'il est au cœur de la vie publique. En tant que chef de rébellion, en tant que ministre d'État, en tant que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui ex et leader de parti. Ça fait 19 ans. Avant ça, il fut leader estudiantin, il fut l'homme de l'année. C'est aussi une vie publique, même si ce n'était pas des responsabilités étatiques. Il a été précoce depuis 19-20 ans. Ça veut donc dire que depuis 25 ans, il est au cœur de la vie des Ivoiriens. Bon, est-ce que lui peut incarner quelque chose de nouveau? Ça fait 25 ans. Par rapport à quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui commence la politique, qui ne fut jamais un homme public qui commence aujourd'hui, ou bien même qui a 70 ans, dont Arthur Banga parlait un jour, il a été professeur modèle, ambassadeur modèle, et à 70 ans, il commence à faire la politique. Et il n'aura que 5 ans pour la faire. Après, il est terminé. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Rappeler l'historique pour dire que ça a été une quête au cœur des préoccupations des Ivoiriens depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, même les personnages qu'on nous présente comme étant de nouveaux personnages, même si nous prenons Billon, il a été plein de la Chambre de commerce. C'est vrai que ce ne fut pas un acteur étatique très tôt, mais la vie publique, on doit compter tout ça. C'est-à-dire tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont eu à gérer une partie des ressources publiques et du quotidien des Ivoiriens. Tout cela, on doit les compter, peu importe leur âge, en termes de bilan, en termes de longévité et de présence politique. Vous faites une belle ouverture, hein, c'est des questions qui sont soumises à tous les intervenants. Eddy Guipier? Oui, bon, la question du renouvellement de la génération, elle est importante. Le souci, la première chose à laquelle on peut penser, c'est une sorte de juvénilisation de la classe politique. C'est-à-dire que tout de suite, le fantasme est grand d'avoir un Macron à la tête de notre État, c'est-à-dire un chef d'État assez jeune. Pour vous, c'est un fantasme? Oui, parce que lorsque... C'est pas bien plus? Pourquoi pas? C'est dommage. C'est-à-dire qu'on pense à la figure de Macron, de Trudeau au Canada, ou bien de Kurz en Autriche, qui sont très jeunes. Kurz est né en 1986. Donc, on pense à ça tout de suite. Alors, bien sûr, même en Occident, il y a des pendants. Hein. Il y a Joe Biden, parce que lorsque on sort la question du renouvellement au sens de rendre jeune, hein, pas de changer seulement, mais de rendre jeune la classe politique, on nous sort la figure de Joe Biden en disant, bon voilà, il a 78 ans, enfin si je ne m'abuse, il est tout aussi âgé, il n'est pas forcément un homme neuf, etc. Moi, je pense que la question fondamentale,
fondamentale au niveau, c'est de réitérer la question du respect des règles initiales. La question de, peut-être, la limitation du mandat, de l'âge, etc., etc. Parce que, comme vient de le dire Alafé, il y en a qui sont des jeunes vieux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont à peine 50 ans, mais ils sont engagés publiquement depuis une trentaine d'années. Voilà, ils sont engagés publiquement depuis une trentaine d'années. Et vouloir mettre à la retraite certaines personnes, alors que ces personnes-là, elles-mêmes, se sont engagées très jeunes. Voilà. Le président Henri Konan Bédié, 1958. Le président Laurent Gbagbo, connu en tout cas à partir de 1990, en tout cas dans la vue publique. Voilà. Et le président Ouattara qui vient à partir de 89-90. Donc, en fait, pour moi, en tout cas, la question centrale, c'est de réitérer le respect quasi intangible des règles, parce qu'il y a dans la Constitution des dispositions qui évoquent le caractère immuable, ou du moins qu'on ne peut réviser la forme républicaine du régime. Hein, vous le voyez souvent dans les dispositions transitoires de certaines constitutions. On devrait ajouter qu'on ne peut pas changer certaines règles au niveau de la candidate, ou du moins des candidats à la présidence de la République, et je pense que pour ma part, ça réglerait beaucoup de problèmes. Très bien, monsieur, je vous prendrai tout à l'heure, après avoir échangé avec monsieur Paul Yao, qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir, monsieur Paul Yao. Bonsoir, mon frère Ali. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. Quelle est votre réaction? Ok, je voudrais intervenir sur le renouvellement générationnel. Allez-y. La question que je me pose déjà, en tant qu'Ivoirien, quel est le critère de l'âge à la retraite? Ils se sont basés sur quel élément pour dire à un individu qui commence à travailler et à 60 ans va à la retraite? Je suis aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas un âge formel de retraite, c'est-à-dire tu peux aller à la retraite de 62 ans, 70 ans. Si tu as la force, tu peux continuer à travailler. On n'oblige pas quelqu'un à aller à la retraite. Maintenant, dans notre État, quel est le critère fondamental sur lequel on se base pour dire cette personne a commencé à 60 ans, elle doit s'arrêter, elle doit plus continuer à travailler. Je pense qu'ils ont pensé au renouvellement générationnel. Donc je pense que ça aussi, ça doit être valable au niveau de la classe politique. Ce n'est pas parce que c'est une classe politique qui doit être exclue de cette logique. Ce que je voudrais dire, c'est que le président Ouattara a une grande stabilité, puis tous les députés du RHDP ont une grande stabilité. Aujourd'hui, le président Ouattara est intervenu sur les radios internationales pour dire qu'il laisse l'opportunité aux députés de décider. Mais moi, je voudrais que les députés eux-mêmes du RHDP se concertent et voient la réalité en face. Parce qu'aujourd'hui, si à 7 ans, après 75 ans, on se présente, ça veut dire que le président Ouattara va se représenter, ça veut dire que les autres encore vont se représenter et on va tourner en rond. Ils n'ont qu'à avoir le courage de dire à 75 ans, on arrête. Puis ça résout tous les problèmes en même temps. D'accord. Pour ne pas me répéter, terminé, oui. Pour ne pas me répéter, lorsqu'on dit qu'à 60 ans, on ne peut plus continuer à travailler, donc il faut faire un renouvellement générationnel, ça doit être valable aussi pour la classe politique. À un certain âge aussi, on doit arrêter pour faire le renouvellement générationnel. On vous a bien compris. On vous a bien compris, monsieur Paul Yao, qui nous appelait des États-Unis. Merci beaucoup. Oui, Guillaume? Oui, je veux réagir à monsieur Paul Yao, parce qu'il dit des choses son contraire. Il dit, quels sont les critères? Alors, lui, il donne les critères. Les critères, mais lui, il a parlé de 60 ans, mais c'est le secteur privé, c'est la fonction publique, il y a un âge de retraite. Mais ce n'est pas ça le débat. Les personnes concernées elles-mêmes ont pris la parole pour dire qu'à tel âge, on ne peut pas. Leur âge a dépassé. Ici, on a fait le débat un jour sur la question de la parole publique des politiques. Bien sûr. Donc, c'est ça le problème. Au-delà de... Maintenant, Eddy, lui aussi, il dit une chose et son contraire. Le président Bédié a été nommé ministre de l'économie et des finances, il avait 32 ans. Mais attends, en 1966, et il est encore dans la vie publique. Mais je veux qu'on fasse la différence entre la vie publique et la gestion des choses de l'État. Et je suis toujours un partisan de la continuité de l'apprentissage. Parce que je suis contre les nouveaux venus, généralement qui sont des pushistes. On ne sait pas d'où il vient, puis un matin, il est là. Je suis contre. On va parler de Macron tout à l'heure, mais je suis contre. Donc, on peut faire la vie publique, justement, on doit faire la vie publique. Le président Bédié a été militant syndicaliste, à la FEAM, etc., etc. Le président Gbagbo, quelqu'un a dit 90, mais ce n'est pas 90. 62, 63. Depuis les années 70, à la fin des années 60, 70 déjà, il était un acteur public.
Le président Ouattara, on en parlait de 89, non. Mais à la BCAO, déjà, il y a longtemps. Donc, je veux dire que c'est déjà... Mais pas qu'on fait la vie publique et la vie politique. Nous disons que, en tant que chef d'État, 10 ans, c'est bon. 15 ans, c'est trop. Eux tous l'ont dit. Le président Ouattara l'a dit. Le président Gbagbo l'a dit à plusieurs reprises. Le président Bédié l'a dit à plusieurs reprises. Donc, ils s'en tiennent à ce qu'ils ont dit. C'est ce que nous disons. D'accord, on vous a bien compris. On revient à au débat qui consiste à évaluer les critères pour la nouvelle génération. Docteur Sylvain Nguessan. Merci bien. Je n'ai pas envie de soulever ce débat, mais de façon matérielle, le président Ouattara et le président Oufoué ont marqué la Côte d'Ivoire. Qu'on ne le veuille pas. Le président Bédié, le président Ouattara, j'ai dit d'un point de vue matériel. Non, on ne le veut pas. Donc, on fait quoi? Allez-y, Le président... vous risquez un carton. Le président Oufoué et le président Bédié ont marqué de façon matérielle l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des critères dont il faudra tenir compte, la culture du travail. Quel est dans l'entourage de ces leaders et dans les autres partis ceux-là qui ont cette culture du travail bien fait? C'est un élément qui devra compter forcément dans le passage du relais. Deuxième élément, la question de la stabilité politique. Mon voisin en parlait tout à l'heure. Sans la stabilité politique, on ne peut rien faire. On n'a pas envie de se retrouver encore dans les forêts du Libéria, du Ghana. Non, on n'a pas besoin en Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné une terre qui est assez riche, une terre qui est généreuse. On peut vivre ici tranquillement, gagner sa vie. Donc aussi, l'un des critères qui devra prévaloir, c'est leur rapport à ceux qui pensent autrement vis-à-vis d'eux. Est-ce que ceux qui pensent autrement sont à abattre, ils sont à contraindre à l'exil, ou bien il faut leur permettre d'exercer clairement leurs activités comme la Constitution le permet? Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième élément qui me paraît fondamental, nous avons eu 3 leaders assez forts. Harikona Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. 3 personnalités assez fortes. Bon, Guillaume, attention. Terminé. Donc, il serait intéressant, je souhaite que les prochains leaders soient des personnes un peu effacées. Pas des gens qui vont venir prendre l'espace public en otage comme ces 3-là. Pas des gens qui vont venir prendre les médias en otage comme ces 3-là. Le leadership à la Cabral Dequin, malheureusement, c'est M. Apilé Soakeza. Le leadership à la Charles Dibi Kofi. Le leadership à vous interviendrez tout à l'heure. Le leadership à la Kone Mariatou. Le leadership à la Désiré Dallot. Le leadership à la Thierry Tano. Des gens qui ont des compétences assez fortes, qui ont une culture du travail, quoi qu'on dise, mais quand même qui savent se mettre en retrait. Qui savent passer inaperçus, qui ne cherchent pas à brigader notre espace public. Parce que cet espace public-là, l'opposition en a besoin, la société civile en a besoin. Il serait bien que le futur exécutif se mette en retrait et qu'il nous laisse l'espace public. Voici les 3 critères que j'avance et j'ai mentionné quelques noms, on pourra en citer. Bien sûr. Vous faites bien d'ouvrir le débat. André Silver? Oui, moi je suis pour le fait que, d'une part, les acteurs de la nouvelle génération s'affirment eux-mêmes. Première chose. Autre chose, c'est que ce qu'on appelle les 3 grands les laissent aussi s'affirmer. Voilà, je vais m'expliquer. Je prends le deuxième exemple. Voyez-vous, on est dans un environnement marqué par le droit d'aînesse. C'est un contexte culturel, sociologique, avec lequel il faut compter, le droit d'aînesse. De sorte qu'on ne va pas frontalement récuser l'aîné. Et malheureusement, je pense que les 3 grands utilisent un peu cela. Voyez-vous, je vais donner des exemples. Quand vous prenez ceux qui ont eu des problèmes au sein du PDCI, ce sont des gens, des personnalités qui avaient des ambitions. Charles Konabani, à un certain moment, Essi Amara, à un certain moment, Djedje Madi, à un certain moment, Kwadjo Konan Bertin, à un certain moment, et même Jean-Louis Bion, récemment, a été obligé d'aller s'excuser auprès du président Henri Konan Bédié parce que il pourrait être frustré. Guillaume, attention. Parce qu'il pourrait être frustré de son ambition. Première chose. Deuxième chose, on a au niveau du président Laurent Gbagbo, les problèmes majeurs rencontrés par Pascal Affi N'Guessan, c'est son ambition présidentielle. Les problèmes politiques aujourd'hui entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, c'est l'ambition présidentielle de Simone Gbagbo. Récemment encore, on parlait de quelques problèmes entre le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. OK ? Ambition présidentielle. L'ambition présidentielle donc de ces personnalités-là,
les froisses vis-à-vis de leur leader. Quand vous prenez le président Alassane Ouattara, vous avez Guillaume Soro qui a commencé à avoir des problèmes en 2019. Opportunément, on a sorti une vidéo, une audio qui datait de 2017 pour justement cette ambition. Récemment encore, la semaine dernière, on était justement en train de parler de cette affaire de dissolution de la direction exécutive du RHDP parce qu'on soupçonnerait Adama Bictogo d'avoir des ambitions. Mais quels sont ces leaders autour desquels on ne peut pas avoir d'ambition? Moi, j'ai un problème avec leur sens du mentorat. Voyez-vous, Barack Obama, il est le mentor aujourd'hui du Parti démocrate, malgré le fait qu'il soit moins âgé que Joe Biden. C'est le sens du leadership, la restitution. Et donc, la responsabilité des trois grands est vraiment grande, première chose. Mais il appartient à cette nouvelle génération. Moi, j'encourage Jean-Louis Billon à continuer à réclamer sa candidature. J'encourage au sein du RHDP des gens à s'affirmer. J'encourage au niveau du FPI, même si Pascal Afingassa a pris ses responsabilités, les autres, je ne sais pas si Justin Katina connaît et autres présidentiables, je les encourage à prendre leurs responsabilités. Parce que, quoi qu'on dise, malgré tout, 2025, en dépit de leur bonne volonté, 2025 sera le terminus des trois grands. Et à ce moment-là, ceux qui ne se seront pas mis dans la disposition d'aller après eux, eh bien, ils prendront du retard. Très bien. Je vous donnerai la parole, ce sera après cette courte pause. De NCI 360, le débat en ce moment, c'est qui pour incarner la nouvelle génération, tant annoncé, tant souhaité pour gérer le pays les années à venir. Guillaume Bateau, oui. Vous êtes chaud bouillant, vous voulez réagir? Oui, parce que je veux réagir à deux propos. Lesquels? De mes amis Sylvain et André. D'abord, je ne connais pas Billon. Moi, je pense que Billon est disqualifié. Pourquoi disqualifié? Mais il dit une chose de son contraire. Hein? Oui, non. Parce que moi, je trouve que l'acte qu'il a posé en allant demander pardon, parce que j'ai dit à, je ne sais pas si c'est André qui parlait ou c'est André, qui disait qu'il allait s'excuser, il allait demander pardon, ça a genouillé. Moi, avec tout le respect que j'ai pour le président Bédié, pour le PDCSDA, je pense que Billon, soit il ne connaît pas son parti, et c'est grave, soit il ne connaît pas son parti, et il a fait des déclarations de trop, et c'est encore plus grave. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est des gens responsables. Tu ne peux pas dire, sur le plateau, ici, chez vous, où il a dit tout ce qu'il a dit, on peut être d'accord ou pas. Et puis le lendemain, dit non, l'actualité a dit que moi... Non, ce n'est pas l'actualité qui a dit, c'est vous qui avez dit ces paroles contre le président Bédié. Il faut assumer. Et c'est pour ça que je réponds en même temps à Sylvain, qui dit qu'il faut les présidents effacés. Dans un régime présidentiel, un président de la République n'est pas effacé. Nous avons besoin d'un chef d'État qui assume et qui est présent. Une forte personnalité. Ah oui, une forte personnalité. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pensez à qui? Ben, je pense au président Afingessa. Bien entendu. C'est dans 2 ans. Non, c'est ça. 2025, on m'a posé une question. On m'a posé une question, je réponds. C'est Ali qui pose la question. Oui, bien sûr. Oui, mais on a bien compris. Je pense au président Afingessa. Ensuite, vous pensez à qui? Je pense à d'autres personnes. M'appelle toi que je pense. Bon, Billon est disqualifié. Je pense à Thierry, on l'a cité. À Thierry, comment on appelle ça? Au RHDP. Il y a des gens brillants. Je pense à Mme Kadian Camara. Ah oui, qui peuvent assumer les responsabilités. Je pense au ministre Bakongo. Je pense à M. Sarasso, au secrétaire général de la présidence. À tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui sont présents dans l'actualité et qui sont présents, d'autres qui ont le parcours et qui peuvent diriger ce pays. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'après 100 Bago, 100 Ouattara, il n'y a personne. Ce n'est pas vrai. Au fond, Boigny, qui a dit ce pays pendant des années, mais il avait présent à quel âge? Il avait 55 ans. On vous a bien compris. Landry Couillon? Merci beaucoup. En politique, l'incarnation est fondamentale. Cela veut dire qu'il y en a besoin de quelqu'un qui incarne la volonté d'un peuple à un moment donné de son histoire. Quelqu'un qui fait corps avec lui, quelqu'un qui fait sien ses aspirations. La nouvelle génération dont il s'agit,
devra être celle qui se définit par une cause spécifique. Il y a eu la génération d'avant les indépendances qui partait pour l'indépendance des pays africains. Cela a été incarné par des personnes, comme Houphouët-Boigny. Ensuite, il y a eu la génération où l'on était à la recherche de la démocratie, avec Laurent Gbagbo, qui a incarné cela à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelle est cette génération-là? Comment la définit-on? Et puis, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est le débat, c'est tout le débat. Sur quoi elle aspire? C'est lui qui sera en capacité de pouvoir donner une réponse claire et certaine sur cette question. C'est lui qui sera en capacité de pouvoir l'incarner suffisamment, non pas de manière théorique, mais dans la pratique. C'est lui qui ira vers ce peuple de Côte d'Ivoire, en capacité de pouvoir lui parler de son cœur et avec du cœur. Celui-là, oui, va pouvoir incarner. Mais vous savez, la société évolue. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez les uns et les autres, il y a un besoin d'avoir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire un président et un chef d'État. Cela veut dire quoi? On a besoin d'avoir un leader qui porte une vision, mais quelqu'un qui a connaissance de l'État, qui a connaissance de l'administration, qui a connaissance des mécanismes afin de pouvoir projeter l'État. Quelqu'un qui n'est pas forcément un technocrate, pas forcément un expert, mais quelqu'un qui a le souci d'utiliser l'État non pas comme un appareil pour lui, mais un outil pour la population. Lorsque vous lisez l'interview du président Ouattara, quand bien même il est heureux, je précise, qu'il n'est pas porteur de ce fameux projet. Donc du coup, ce n'est pas un projet de révision, mais c'est une proposition de révision constitutionnelle. De manière subtile, il a peint un tableau. Et en citant par exemple Feu Amadou Gon Coulibaly, il présente l'individu comme étant un connaisseur de l'administration, mais quelqu'un qui, d'un point de vue politique, a fait son temps, a été patient, a construit sa personnalité avec un sens politique aigu. Et il cite par la suite Monsieur Hachi, n'est-ce pas, pour dire c'est un bon Premier ministre. Donc du coup, ça crée certains émois dans certains camps. Mais pour dire aujourd'hui que moi, par exemple, si je dois voter quelqu'un, je vais voter quelqu'un qui a du leadership. Non pas un leadership qui est écrasant, mais un leadership qui est en capacité de pouvoir faire germer d'autres leaders. Mais quelqu'un aussi qui connaît l'État, qui est capable de pouvoir l'administrer, capable de permettre à la Côte d'Ivoire de gagner en valeur ajoutée. Il y en a beaucoup au sein de chaque parti politique, et ça c'est important de le préciser. Et il va falloir, bien sûr, comme le président disait, que c'est au niveau démocratique que cela va se faire. Nos différents partis politiques ont besoin de gagner en culture démocratique pour pouvoir laisser s'exprimer et émerger ces différentes personnes-là qui sont capables de pouvoir porter quelque chose de nouveau. Très bien. Eddy Guipier. Bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord à peu près sur tout ça. Tout à l'heure, Guillaume me disait que je me contredisais. En fait, il n'a pas peut-être compris la quintessence de mon propos. J'en appelais à ce qu'on disait tous ici. Quid de la responsabilité des jeunes? Nous sommes dans des pays où il y a 60% de la population à moins de 35 ans. Et 77. Donc, 77, merci beaucoup. À moins de 35 ans. Et du coup, on se retrouve toujours à avoir une sorte de dichotomie, une classe politique qui oscille vers la gérontocratie et l'ensemble de la population qui est très jeune. Alors donc, c'est pour ça que la question du renouvellement, même pas renouvellement, mais en tout cas de la classe politique, pose toujours la question des jeunes en politique. Mais comme je le disais en fait, ou du moins je voulais le signifier, ça n'a peut-être pas été bien compris, c'est que certains ont pris leur destin en main en étant jeunes. Et donc, il appartient aux jeunes de faire pareil. Il y a une sorte de responsabilité. Le président Houphouët-Boigny a commencé dans un quotidien sénégalais, si ma mémoire est bonne, en 1932, en disant « on nous a trop volé ». Dans les années 40, ce sont des aînés, des patriarches qui viennent lui donner, à lui le jeune, le syndicat agricole africain, il devient député en 1945, à quel âge? 40 ans. Et ensuite, il en fait une machine politique qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, la question se pose aussi de la responsabilité des jeunes. Eux-mêmes, que font-ils? Voilà. Prennent-ils leurs responsabilités en créant leurs propres organisations, leurs propres appareils partisans, leurs propres instruments pour prendre le pouvoir, ou bien restent-ils à attendre qu'on le leur donne? Donc, il y a un peu cette question aussi qui se pose. André? Oui, moi j'aimerais insister sur le projet. Vous voyez, depuis ces dernières années, les projets politiques sont rares. On a le projet du RHDP, la Côte d'Ivoire solidaire, opportunément écrit, le président de la République l'a rappelé, par le Premier ministre... Il a commencé par les solutions, il arrive au solidaire. Guillaume, attention. Par le Premier ministre Patrick Hachi et le regretté Amadou Gon Coulibaly. On a donc ce projet, mais on a le projet de Pascal Affi N'Guessan qu'on n'a pas pu bien voir
en Sur le plateau, 2020, finalement, c'est un porte-parole de on l'a vu. Il est sur le plateau. Il est déjà. C'est à lui. Il ne se cache pas entre Tu es nous. journaliste, tu es- Attendez d'avoir la parole. Attendez d'avoir la Je donne parole. l'information, il Attendez d'avoir la hésite, parole. il hésite. Sinon, vous risquez un carton. Poursuivez, André. s'il Il ne vous se plaît. cache pas d'être très pro-AFI. Bon, Non, non, bref, non, mais André, je vais non. dire... Le carton, c'est pour entrer. Non, je vais dire... Je vais distribuer un carton. Allez-y, André. s'il vous plaît. Je vais dire, nous avons besoin de projets. Nous avons besoin que des gens viennent en politique et nous disent voici ce que je veux faire pour la Côte d'Ivoire. N'oublions pas Koulibaly. Voici comment. On reviendra à lui tout à l'heure. Oui, voici comment je veux donc décliner toutes ces propositions que je fais. Mais c'est rare. Je le disais une fois à quelqu'un, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu le président Bédié, le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara participer à des débats comme ça. Voilà, je n'ai jamais vu personnellement. Parce que le débat public dévoile, le débat public met en lumière. Révèle. Malheureusement, c'est rare. Les gens aujourd'hui veulent le pouvoir. En 2020, j'ai été parmi ceux qui réclamaient le projet du PDC. Je ne l'ai jamais eu. Tous ceux qui étaient candidats, on leur réclamait leur projet. On ne l'a jamais eu. Seul le projet, la Côte d'Ivoire solidaire, du RHDP. Mais on ne peut pas continuer à faire de la politique comme ça. La nouvelle génération doit faire rêver les intellectuels que nous sommes. Malheureusement, jusque-là, je vois très peu. À la fin. Oui, mais finalement, on tourne, j'ai l'impression, en rond. On veut la nouveauté, on veut la nouvelle génération. On voit qu'elle ne s'assume pas, qu'elle n'existe pas. On la cherche comme Diogène, avec la torche en pleine journée. Et on nous dit, c'est les vieux là, c'est eux qui doivent partir ou bien qui doivent les choisir. C'est encore eux qui doivent faire les jeunes, c'est encore eux qui doivent les fabriquer. Il y a un problème. C'est encore Bédié qui doit choisir pour nous, pour le PDCI, après avoir reçu les pardons de Bion. C'est encore le président Gbagbo qui doit décider. C'est encore le président Ouattara qui doit choisir. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça la question. Or, ceux-là, ils ont mérité ce qu'ils ont. Ils se sont battus. D'une manière ou d'une autre, oui. Gbagbo, ce n'est pas un héritier. Il y a eu un coup d'État, certes, et après il y a eu une élection, il a gagné, il y a eu des adversités, il est resté au pouvoir avec son équipe. Mais le coup d'État opportuniste ou qu'il a arrangé, mais avant ça, il a combattu au Houphouët-Boigny, alors que les autres servaient au Houphouët-Boigny. Il a dit non au parti uni qui voulait la démocratie et le multipartisme quand d'autres disaient non et venaient à la rescousse d'Houphouët au nom de la stabilité. Et ensuite, ils ont réussi à cristalliser des espérances. Parce que la politique, c'est ça, faire rêver les gens. Ils ont réussi à cristalliser. Bon, le président Bédié, lui, il a fait une succession. Après, il a réussi à s'incruster. Et il y a eu le coup d'État qui lui a donné une opportunité de créer un leadership nouveau et d'incarner une nouvelle espérance qu'il n'avait pas pu incarner parce qu'il fut un successeur à qui le pouvoir a été donné. Les gens ont eu l'impression qu'il ne s'est pas battu pour cela. Aujourd'hui, il a une virginité, une nouvelle vie politique où il a reconquis le PDCI et est parvenu à incarner cette espérance-là pour les militants du vieux parti. Gbagbo, pareil, qui continue, et le président Alassane Ouattara, qui l'a incarné à partir de sa primature qui a cessé à la mort du président Houphouët-Boigny. Ça veut dire qu'ils se sont battus pour avoir ce qu'ils ont. On nous dit non, ils sont vieux, ils doivent laisser ces instruments-là qu'ils ont créés à d'autres qui, comme André Sylvain le dit, ne font pas suffisamment d'efforts, ne se battent pas. Bon, on peut dire que Blé Goudé le fait à sa façon, Koulibaly a tenté, ça n'a pas marché, Guillaume Soro le fait et en paye le prix, mais au bout de l'effort, Afi le fait. au bout de l'effort, bon, un instrument pris arraché aussi, bon, hein, en rappelant que Afi N'Guessan, sa dernière candidature possible, si la loi passe, c'est 2025. D'accord. J'espère que vous en êtes conscients. Très bien. On prend M. Traoré qui nous appelle de Yopougon. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Quel est votre point de vue, monsieur? Oui, M. Ali, concernant le renouvellement générationnel, le président Ouattara a déjà montré des signes, mais il faut qu'il aille au bout de ses actions. En faisant quoi, notamment? Le président Ouattara, aujourd'hui, est le seul chef d'État en Côte d'Ivoire qui a nommé des responsabilités.
Il a nommé le ça, secrétaire général de la présidence qui a 40 ans. Oui, il a fait. Il y a Tous certains sont grands faits. par des jeunes, mais il faut qu'ils puissent aller au-delà. Vous avez montré des signes que vous pouvez donner le pouvoir aux jeunes, mais il est temps que le président Ouattara franchisse le Rubicon, accepter la réforme constitutionnelle dont on parle. Le RHDP a la moitié de la majorité des députés au Parlement. Mais si le président Ouattara donne l'instruction au député RHDP de voter la loi, elle va passer. Quand il est dit qu'il laisse la responsabilité aux députés, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pour la raison constitutionnelle, le président Ouattara demande aux députés de voter oui. Mais s'il demande aux députés de voter oui à la loi, c'est que la loi sera votée. Du coup, il ne s'affirme pas, il laisse les députés choisir, mais je crois que c'est une fuite en avant, vous m'excusez, mais dans nos partis politiques, la démocratie n'est pas 100%. Le président Ouattara peut donner injonction aux députés RHDP de voter oui à la loi. Mais il ne le fait pas. Sa pression n'est pas claire. Mais aujourd'hui, il faut que la jeunesse s'assume. D'accord. Il ne faut pas rester derrière. Il faut que les gens se décident. J'encourage bien. Et au RHDP, que c'est un cas se lève, qui donne véritablement la position, qui veut être candidat pour bousculer les anciens. On vous a bien compris. Qui doit aller vers la sortie. D'accord. Merci beaucoup, M. Traoré. Alors, docteur Sylvain Nguessan. Merci. J'aimerais revenir sur deux choses, les critères. C'est vrai que... Alors, vous avez déjà dit la culture du travail, la stabilité politique, les rapports vis-à-vis de ceux qui pensent différemment et qui doivent être effacés. Vous avez d'autres critères à proposer? J'allais parler de... On critique tous les jeunes de ces partis politiques-là de ne pas s'affirmer. Il faudra tenir compte du contexte. Hein. Il a dit. Tenons compte des communautés, des grilles de lecture à partir desquelles on peut analyser le RHDP, le PDC. Non, Max l'a dit, chacun de nous est fils de son époque. Vous prenez le RHDP, ma grand-mère Tagbana, c'est la grande culture, c'est nous faut. Initiatique. Respect de l'aîné. Oui, quelqu'un a parlé de droit des aînés. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous parlez. Non, qu'on le veuille ou pas, il y a le descriptif et puis il y a le normatif. Il y a ce qui est et puis il y a ce qu'on souhaite. Ce qui est, c'est que dans ces sociétés-là, quand l'aîné parle, les jeunes sont obligés de se taire. C'est la culture initiatique. Quand vous partez PDCI, la grande culture à Caen, c'est la même chose, culture initiatique, l'aîné parle, les autres sont obligés de faire profil bas. Malheureusement, nous sommes encore dans ce contexte-là. 60 ans après l'indépendance, c'est la culture qui prime, c'est la communauté qui prime, c'est la région qui prime. Ce sont les valeurs organisationnelles de ces partis-là, qu'on le veuille ou pas. Et c'est à juste titre que nos partis politiques ne sont pas des institutions en tant que telles. Ce sont des machines qui sont au service de trois personnalités, qui sont, enfin des quatre. M. Pascal Affi-N'Guessan, M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié. Victoire pour... I'm sorry. Nos partis ne sont pas encore des institutions, ce sont juste des associations qui ont été créées, qui sont au service d'eux, qui doivent servir la cause d'eux. Et donc, qui fonctionnent avec la culture organisationnelle communautaire. Celui-là qui essaie de marcher contre. On a vu en 1996 le congrès du FPI avec Dombello. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, avant. Non, mais vous laissez le terminer. Ensuite, vous allez apporter la réplique si vous le souhaitez. Quand Dombello a sorti l'argument de rendre président, de susciter le culte de la personnalité avec le test qui était proposé pour être le président du FPI, en 1996, il a été combattu. Ce sont les réalités qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été mis en minorité, mais au moins il a eu le décret de susciter cela déjà. Le dernier critère sur lequel je veux venir. Allez-y, terminez. Vous aurez le temps d'intervenir. Le dernier critère sur lequel je voudrais intervenir, on parle de démocratie, tout ça, c'est vrai. Mais il faudrait que nos grands partis qui vont avoir des candidats présidentiables, dans leur choix, il faudrait qu'on ait des hommes de consensus. C'est rare, mais c'est bon d'avoir un leader qui est apprécié de l'intérieur, mais qui n'est pas fortement détesté de l'extérieur. Sinon, vous gagnez, mais vous avez en face de vous une opposition mais qui se comporte en animosité, qui ne vous voit pas comme un adversaire. Et le rapport reste tendu dans ce sens-là durant les 5 années de votre mandat. Donc, le critère que j'ajouterais, la recherche du consensus ou alors la recherche des candidats qui suscitent moins de haine. Docteur Guipier. Bon, en fait, tous ces critères, on en parle. Hein, on ne parle pas de la règle de droit. C'est la Constitution qui prévoit tout cela. Hein, on parle d'un président qui serait effacé, donc une sorte de leadership faible. Moi, vraiment, ma lecture, elle est, je ne dirais pas légaliste, mais elle est liée au texte constitutionnel. C'est la Constitution qui prévoit tout cela. Et c'est pour ça que la Constitution de 2000, elle était très intéressante. Déjà, en premier lieu, au vu du débat
qu'elle a suscité. Elle a suscité un débat assez large. Les populations se sont globalement prononcées là-dessus avant qu'elle soit ratifiée par le biais référendaire à plus de 56%, comme il a signifié antérieurement. Donc, tout doit être inclus dans le texte constitutionnel. Les présidences effacées, bon, pourquoi pas? Tout dépend de la personnalité du leader. Tout le monde ne peut pas avoir une personnalité charismatique, solaire, etc. Le Ghana a eu un très bon président en la présence du président Jonathan Mills, qui malheureusement est décédé, mais qui était quelqu'un d'assez effacé, mais qui était aussi efficace. On n'a pas forcément besoin, en fait, les Ivoiriens, on a encore j'ai envie d'utiliser encore ce terme, ce fantasme du politique grand rhéteur qui soulève les foules, etc. etc. On n'a pas forcément besoin. Ce dont on a besoin, c'est de règles que j'espère infrangibles, qui fixent, on va dire, les conditions plus ou moins rigides à l'accès à la fonction du président de la République et qu'on s'en tienne à ça. Pourquoi on évite de déplacer les règles à chaque fois en fonction des intérêts du moment et qu'on se retrouve avec ce genre de questionnement à se dire... Parce que la question des vieux jeunes, Abdoulaye Wade est venu au pouvoir à 74 ans. Nelson Mandela est venu au pouvoir à 70 ans. Est-ce qu'on allait lui refuser cette présidence-là? Non. Mais en même temps, de l'autre côté, est-ce que les jeunes prennent les responsabilités? En même temps aussi, la question se pose, est-ce qu'on leur donne toute leur place? Donc, toutes ces questions-là ne peuvent pas être éludées enfin, en tout cas, purgées par nos différentes interventions. Le plus intéressant, c'est au niveau de la règle de droit, de fixer des règles qui soient intangibles pour qu'on puisse s'en tenir. Très bien. Landry Gouillot. Merci. Juste après. Non, moi, je vais parler avant. Landry Gouillot, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important que les uns et les autres comprennent que pour la beauté même du jeu démocratique, pour éviter qu'il y ait encore de la suspicion, il est heureux que ce projet ou cette initiative de révision constitutionnelle, quant à la limite d'âge, ne procède pas de l'exécutif. Imaginez un seul instant, si ça procédait de l'exécutif, celui-ci souffrirait de la pesanteur, de la suspicion. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons toujours indexé le personnel parlementaire dans le sens où il était improductif. Aujourd'hui, il y a une initiative courageuse, audacieuse. Et il est important de saluer cela. Mais il faudrait bien sûr que le personnel parlementaire prenne ses responsabilités. On ne va pas demander au président Ouattara de faire une jonction à des députés qui sont élus non pas pour lui, mais pour la population de Côte d'Ivoire. C'est donc aux populations de pouvoir interroger leurs députés, les députés d'interroger la population pour que le résultat du vote soit celui de l'aspiration des uns et des autres. J'aurais préféré qu'on passe ce texte en référendum. À ce moment, c'est clair. On va nous dire que ça va coûter encore de l'argent. Mais là, c'est clair. Parce que pour une fois, on aurait la volonté réelle de la population ivoirienne sur la question. Parce que le député qui va voter, si tant est que le texte va au-delà même de l'élection présidentielle et qu'il prend en compte l'élection législative et locale, il va voter en fonction de lui, ses intérêts, et non pas des intérêts de la population. Là, c'est biaisé. Ce que je voudrais dire aussi, et qui est important, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se manifester dans leurs ambitions politiques si le cadre ne leur permet pas. Il n'y a pas de magie. On fonctionne en fonction de son environnement. Le cadre, vous faites allusion à... Le cadre, c'est le... Aujourd'hui, en politique, en Côte d'Ivoire, on n'évolue pas en politique de manière seule. On évolue dans un cadre. Dans une famille politique. Dans une famille politique. On évolue en meute. Aujourd'hui, demandez à tout Ivoirien, tous ceux qui demandent le renouveau, quelqu'un de nouveau, ce sont les mêmes qui diront, mais est-ce qu'il est le fils de X, de Y? Ils vont chercher une légitimité filiale entre le nouveau leader et l'ancien leader. Donc, même si on retire ce que l'on voudrait qu'il parte aujourd'hui, même s'il se retirait de la vie politique de gré ou de force, on va toujours réclamer leur assentiment quant aux nouvelles personnes qui viendront. La majorité des Ivoiriens sont portés par ce critère patriarcal et ils ont toujours besoin de voir en un nouveau leader le choix de l'ancien. Il va falloir s'affranchir de ça. Moi, j'ai de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui s'éduque, qui se cultivent et qui découvrent le reste du monde. Et il y a des jeunes, c'est vrai, qui sont actuellement sclérosés, ils ont des difficultés pour pouvoir évoluer, mais il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'histoire. Et l'histoire est qu'il y aura forcément un bouleversement. En République de Côte d'Ivoire, il faut souhaiter qu'elle ne soit pas révolutionnaire, catastrophique, mais qu'elle se fasse de manière progressive, naturelle et saine. Guillaume? Oui, d'abord, mon voisin de toi utilise le terme de meute. On n'est pas des loups.
Ah oui. Ça a été Je un suis peu fort. désolé. Il ne faut pas animaliser. Non, laissez-le terminer. Ah oui, mais monsieur Couillot. La politique, c'est violent quand même. Hein. On va ne va pas laisser les gens avoir la... Monsieur Couillot, attention, laissez Guillaume Bateau parler. On peut faire le débat, mais je dis qu'on n'est pas des loups. On parle de meutes. Les organisations politiques sont des associations où les citoyens adhèrent librement. Ça me permet de répondre à Sylvain qui parle de... C'est le coutume, c'est nous faux pour le... Mais c'est grave. C'est un exemple qui Mais c'est trop grave. Quand ça passe à moi, c'est tabarnak. Mais c'est une réalité. Mais je suis désolé. Moi, j'ai lu la charte du RDS, je connais. Bon, le RDP, je connais un peu moins parce que c'est une métamorphose subite qui est venue après, mais le RDS. Mais je connais tout ce que le RDS a dit, c'est un parti national. Il n'y a pas que des sénoufos. Donc, s'il parle de culture sénoufo, il parle de culture à quand. Mais Sylvain, qui est on dit, le directeur de centre... De l'Institut de stratégie d'Abidjan. Mais la stratégie, là, mais c'est trop grave. Où vous voulez voir venir Non, mais pour Guillaume dire Bateau que ramener les partis politiques. Parce que les gens font un effort pour sortir du carcan tribal, régional. Est-ce que nous devons souhaiter? Mais quand lui, il nous ramène à la culture, c'est nous faut parler du RHDP. Bon, après, il est obligé de doser un peu. Le PDC, le RQ, à Caen. Mais je suis désolé. Moi, je parlais de PDCI. Il n'était pas à Caen. Ah oui, il faut Boigny. Son projet, c'est pas c'est Guy Pied qui en a parlé ou bien c'est un des amis ici. Mais en 45, c'est pas les Akans. Tout le monde sait que Oufoué Boigny était soutenu par Peleforo Gon, qui n'était pas à Caen. Moïse Koulibaly, etc. Mais c'est grave que le docteur Nguessan nous ramène à des considérations ethno-tribales. Ça, c'est dangereux. Terminé. Je dis que. Je termine parce qu'on dit les jeunes. Oui, je suis d'accord avec ceux qui disent les jeunes. Moi, je suis malheureux que des jeunes croient que leur salut, c'est entre les octogénaires et les septuagénaires. Je suis désolé. Quelqu'un a dit, oui, on passe à Macron. Oui, on passe à Macron. On passe à Trudeau. On passe à la course. Mais en Côte d'Ivoire, et là où je suis d'accord avec certains, c'est que les jeunes, malheureusement, encouragent, ils n'ont pas le courage de prendre leurs responsabilités. Nous, on a décidé de le dire sur ce plateau. Bon, André voulait discuter de la paternité avec moi, mais on va le faire après. Très bien, bien sûr. Pour dire que il faut que dans ce pays, qu'on ramène, parce qu'on avait fait un référendum en 2000, tous les partis ont appelé à voter. Voilà, donc il faut qu'on ramène ces 75 ans, il faut qu'on mette un haut là. Et ces jeunes qui courent les rues pour dire oui, celui-là, s'il n'est pas là, il faut Boigny est mort. Bien sûr. Et on est vivant. Référendum ou pas, on le saura dans les mois à venir. Mais il y aura un référendum parce que je pense que si les députés font la proposition qu'elle a adoptée, on va le référendum. On le saura dans le mois à venir rapidement, avant de passer la parole à la fée. Bon, j'ai pas encore parlé sur... Je suis quand même surpris, parce que même en stratégie, on commence par l'audit de l'existant. Qu'est-ce qui est? Il y a ce qui est et puis il y a ce qu'on souhaite. Le FPI de 90 jusqu'à 2000 a eu ses plus grands scores en pays courou. Et dans les bastions... Ce n'est pas vrai. Guillaume Bateau, attention. Ce n'est pas vrai. J'ai travaillé sur la cartographie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Il vous a laissé parler. Ah oui, mais c'est pas vrai. Quand il finit, vous aurez la parole pour dire Le c'est vrai ou FPI pas. de 90 à 2000 jusqu'à ce qu'il a la présidence a eu ses meilleurs scores en pays gourou et dans la baie. Le La mais c'est pas le S'il vous pays plaît, gourou. Guillaume Bateau. Il a ajouté mais la mais. Parce que je dis c'est pas vrai. Vous recevrez certainement un carton. Si on se respecte un peu, c'est bon. Oui, mais tu as dit le pays gourou. Guillaume Ce qui n'est pas Bateau, vrai. s'il vous plaît. On vous a bien compris, mais vous le laissez C'est pas terminer. vrai. Mais c'est ça la beauté du débat. Je vous ai jamais arrêté quand vous parlez. Je m'excuse. Docteur Sylvain Nguessan, allez-y. Quand vous prenez le RHTB de sa naissance jusqu'en 2011, ses meilleurs scores, c'était dans le Nord. Il y a ce qui est. Afi Nguessan du FPI, oui, il a eu ses meilleures voix. Son seul député, il sort d'où? Les deux députés qu'il a eu en 2015. C'est dans le Moronou, c'est pas ailleurs. Il y a un député à l'Ouest. Guillaume Bateau, attention. Il y a ce qui est, et puis il y a ce qu'on souhaite. Nous tous, on souhaite aujourd'hui des partis régionaux avec des députés... Nationaux. Des partis nationaux, excusez-moi, des partis nationaux avec le futur parti qui aura des députés à Korogo, à Ferké, à Kong, avec le RHDP qui aurait des députés un peu partout. C'est vrai qu'ils y parviennent. Avec le FPI de M. Afingessa qui aura des députés dans l'Ouest ivoirien, etc., etc. C'est ce qu'on souhaite. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui est. Et donc, la culture, on ne peut pas analyser aujourd'hui le jeu politique ivoirien en faisant fi de la culture ivoirienne. La culture ivoirienne influence chacun de nous. Notre grille de lecture émane de notre culture, chacun de nous. Comment moi je réfléchis à mes référents culturels. Comment lui réfléchit par rapport à ses référents culturels. C'est vrai, il y a ce qui est naturel, biologique, c'est avec lequel on est, et puis il y a la culture maintenant qu'on acquiert. Mais généralement, en Côte d'Ivoire, nos partis politiques, à moins qu'on veuille verser dans l'euphorie,
Ce qui est, c'est que chaque parti politique est plus fort dans les régions de ses leaders, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'incarnent. Et ces leaders qui les incarnent ont la culture de la région qui suscite la culture organisationnelle de ces associations, de ces partis politiques. Qu'on ne le veuille pas pour le moment. Si on veut réussir l'audit, si on veut réussir à transformer la Côte d'Ivoire, il est bon de savoir ce qui est pour combattre l'état de ce qui est afin d'arriver à cet état idéal. Pour le moment, c'est ce qui est. D'accord. Allez, juste une Alors, chose. je- Une seule position, pardon. Sur la question des élus du FPI avant le pouvoir. Le FPI est maire à Orofla. Ah oui, en 96. Le FPI est maire à Djamé. Ça s'appelle Amondi Pierre. D'accord. Faut pas traverser l'histoire. On a bien compris vos précisions. C'est À la pas fin, vrai. Wakili. Voyez-vous, le vraiment, président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo n'ont pas volé ce qu'ils ont. On cite beaucoup de noms. Mais si on prend 100 leaders politiques, on les aligne, et puis on dit au peuple de choisir. Mais les trois premiers, c'est Ouattara, Gbagbo, Bédié, tous ceux dont vous parlez là. Ça. Ils n'auront personne derrière eux. Maintenant, vous dites, eux là, les trois là, leurs hommes là, ils n'ont qu'à donner à des gens. Mais sur quelle base? Comment? Je veux savoir. Bon, En même temps, il y a quelques années, en 2013, moi, j'ai estimé que ce n'était pas juste que des cadres du PDCI aujourd'hui qui parlent d'alternance, qui parlent de renouvellement générationnel, aient renouvelé, aient changé l'âge au PDCI à 1 mois du Congrès. Ça a été attaqué en justice à 1 mois du Congrès. Et puis ils sont allés au Congrès, ils ont maintenu Bédié. C'est aujourd'hui, ils se réveillent pour l'enlever. Autant ces vieux se sont dédiés. Mais et ces jeunes qui les suivent, entre guillemets, comme des moutons. Entre guillemets, bêtement. C'est un mouton. Vous ne voyez pas leur responsabilité, vous dites non, on va faire une loi encore maintenant, là, alors que c'est les mêmes jeunes souvent qui les suivent pour changer les lois. On va faire une loi, cette fois-ci à 75, on bloque. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez d'autres jeunes qui viendront dire « Ah non, 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 il faut encore changer ». Ce n'est pas ça la solution. Il y a un rapport direct au peuple. Il faut que quelqu'un soit prêt à assumer. Il faut que quelqu'un soit prêt à assumer. Si chaque matin, en se rasant, il rêve d'être président de la République, s'il a l'audace, le président Bédié, le président Gbagbo et le président Ouattara n'y pourront rien, ils ne pourront rien contre quelqu'un qui a un projet, qui a une vision, qui a une ambition pour la Côte d'Ivoire. On ne sent pas encore de gens prêts à payer le prix de leur ambition pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils l'ont fait. Laurent Gbagbo est allé en prison. Bédié, à sa façon, l'a payé par un coup d'État. Alassane Ouattara est l'incarnation de cette souffrance pour arriver au pouvoir. Quelle que soit la violence ou tous les faux coups qu'on lui a prêtés, que n'a-t-on pas dit sur lui? Mais voyez sa résilience. On a même dit qu'il n'est pas de ce pays. Il est devenu président. Mais qui est prêt, dans cette génération, à affronter autant de défis? Vous voulez dire que c'est difficile? Vous voulez parler des traditions? Vous voulez parler des castes, de la filiation? Non, eux tous n'ont pas de filiation. Le président Ouattara n'a pas une filiation. Le président Gbagbo n'a pas une filiation politique. Ils sont devenus présidents. Ne me dites pas qu'il faut être le fils d'eux pour être président en Côte d'Ivoire. Quand vous dites à la fin Wakili, c'est qu'il faut s'assumer. Il faut qu'ils s'assument, ces jeunes-là. Il faut qu'ils s'assument. Il faut qu'ils soient prêts à payer le prix de leur ambition de servir la Côte d'Ivoire. Ils ont un projet pour la Côte d'Ivoire, cela a un prix. D'accord. Et ça commence par un certain nombre de choses qu'ils doivent être prêts à accepter. On ne voit pas d'hommes et de femmes prêts aujourd'hui à incarner cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Ouattara, c'est que Gbagbo, c'est que Bédié les pousse, les choisissent. C'est ça leur plan. Mais c'est de ça qu'on parle. Oui, mais c'est pas juste. D'accord, on vous a bien compris. On va passer Les aux mêmes autres qu'on sujets. veut pousser à la sortie, on a besoin de leur onction. Les mêmes qu'on veut pousser à la sortie, on a besoin de leur onction. On vous a bien compris à la fin. C'est pas cohérent. Merci beaucoup. Eh oui, quand on a fini de les insulter chez un Platon, ça va leur demander pardon. Oui, mais c'est S'il vous plaît, la honte. à la fin, on vous a bien Guillaume, c'est la compris. honte. André, rapidement. Oui, c'est cette façon de concevoir la politique qu'on doit proscrire. On ne doit pas payer un prix pour une ambition. Non. Les choses doivent être claires. Et malheureusement, oui, mais Mandela, c'est au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Non, il n'a pas payé de. Ne parlez pas ensemble, monsieur, s'il vous plaît. Non, non. Non, vous avez déjà certainement un rapport. Lui, soit on choisit la démocratie, soit on choisit l'autocratie, la tyrannie et autres. Non, les gens ne doivent pas payer des prix forts pour leur ambition. Guillaume Soro, je ne sais pas, non. Ça ne doit pas être ainsi. Malheureusement, moi, je pose de façon constante cette question aux gens. Est-ce que les systèmes
de corruption, de chute des valeurs, de prévarication, enfin, tout ce que vous voulez, est-ce que ces systèmes-là sont bons? On me dira non. Si ce n'est pas bon, qui sont ceux qui les incarnent depuis plus d'un quart de siècle? Ce sont nos 3 dirigeants. Est-ce qu'on continue avec eux? Dans ce cas, on continue avec ces systèmes? Ou bien on essaye d'autres systèmes? C'est tout le problème qu'on pose. Aussi simple que cela. Si on veut que tout ce qu'on dénonce comme mots en Côte d'Ivoire qui sont collés au système de ces 3 personnalités, si on veut continuer avec cela, il n'y a pas de problème. Mais expérimentons d'autres choses. C'est aussi simple que cela. Eddy Guipier? Je voulais faire un clin d'œil à nos sociétés politiques sans verser dans le culturalisme. En tant qu'enseignant d'histoire du droit et des institutions, évoquer la question des générations. On en parle, hein, en Côte d'Ivoire, les sociétés lagunaires, comment fonctionnent-elles? Chacun a sa place dans la société. Et après l'initiation, chacun trouve une place, qu'elle soit administrative, politique ou guerrière. C'est-à-dire que, je donne des exemples, hein, de 21 ans à 30 ans, on sert comme guerrier, de 30 ans à 45 ans à peu près, on sert comme, comment dirais-je, agent administratif, secrétaire, on va dire. Et puis bon, comme chez nos parents au Djoukrou, juste à côté, à Dabou, à partir de la soixantaine, on assume, en fait, de façon collective et collégiale, par classe d'âge, le pouvoir politique. Par la suite, après les 8 ans qu'on gouverne, administre le village, la cité, on prend sa retraite, on passe en seconde section, clin d'œil au Conseil constitutionnel, hein, pour lequel beaucoup, enfin, les anciens chefs d'État sont membres de droit. Voilà, on passe en seconde section à la retraite et on conseille ceux qui nous ont remplacés de façon générationnelle et qui pourraient se trouver devant des obstacles, des cas qu'ils n'ont jamais prévus, et ils conseillent les plus anciens en leur disant, bon, voilà un cas qui se présente, on ne sait pas comment réagir. Ah tiens, voilà, bien entendu. En 1967, voilà comment ça s'est passé, voilà comment vous devez résoudre la situation. Donc, on a, sans verser dans le culturalisme, des éléments dans nos cultures qui peuvent nous permettre peut-être de résoudre la question. D'accord. Alors, messieurs, on va certainement refaire ce débat une prochaine fois. Vous avez fait beaucoup de propositions, on retiendra plusieurs d'entre elles. Il faut que les membres de la nouvelle génération qui aspirent à diriger le pays connaissent l'État, la culture du travail, la stabilité politique, la favorisent évidemment, que les rapports vis-à-vis de tous ceux qui pensent différemment ne soient pas violents évidemment. En tout cas, beaucoup de propositions ont été faites ce soir, mais le débat va se poursuivre les semaines à venir.